Bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. On se retrouve pour ce 3e épisode, la trilogie du CBLM. Je suis en compagnie de Loïc. Je vais commencer par toi, Loïc. Comment tu vas aujourd'hui, Loïc ? Très bien, écoute, très content d'être là. Comme d'habitude, en fait, on se répète. Prêt à faire une nouvelle émission accompagné de London. Ah ouais, t'as dit juste comme ça. Ouais. Et ouais, je pensais que moi, toi, t'as déjà parlé. Quoi. Et ben du coup, notre Parisien qui doit pas être très heureux cette semaine. Comment tu vas, Malo ? Ouais, surtout début de semaine, là, en fin de semaine, ça va quand même un peu mieux. Ouais, t'as récupéré la forme. Très content d'être ici, mon endroit préféré. Mon endroit préféré, finalement. Donc, ouais, très content d'être avec vous, les gars. Elle est dure, celle-là. Ouais, très dure. C'est la fin de semaine. Moi, je suis très heureux, en tout cas, parce qu'on va commencer par la première information. C'est la semaine dernière, le derby qui se tenait entre Lens et Lille à domicile pour Lens, avec une victoire à la clé 3-0, donc qui s'est déroulée samedi soir. Lens qui a marché sur Lille, j'ai envie de vous dire, les gars. On a vu un Lille aussi ça a été très compliqué. On en reparlera aussi avec la Ligue Europa. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match ? Moi, je trouve que le match, il se joue c'est un peu abusé de dire ça, mais dans la première demi-heure, dans le sens où Lille peut pas tuer le match, mais a des grosses occasions. Lille est plutôt dans le match d'un point de vue offensif, du moins dans les 20 premières minutes. Allez, ils ont 2-3 belles occasions où ils jouent mal le coup. Là, je pense notamment à celle d'Haraldson. Ouais. Et derrière, pour le coup, si Lille a baissé en intensité et ils sont plutôt rentrés dans les duels. Et derrière, il y avait des espaces, mais de malades mentaux. Et Lens, eux, ils ont vraiment joué un derby. Même si cette équipe a sûrement moins de qualité que Lille d'un point de vue effectif, ils ont montré qu'ils étaient à domicile, ils ont joué un derby, et ils se sont vraiment imposés comme ça au mental, je trouve. Et puis Lille a décliné sans savoir trop répondre. Donc moi ça pose des questions un petit peu sur Lille, mais après il y a rien d'affolant. Surtout que Lille a pas été hyper rassurant hier soir non plus, mais on en reparlera. Et qu'est-ce que j'allais dire, et au niveau, est-ce que tu trouves pas, je propose aussi à Malo, est-ce que tu trouves pas aussi que le point faible, ça a été aussi une défense qui a été complètement remaniée, puisque au départ on a eu Mandy, Perrault du coup qui est sorti, qui a laissé très vite sa place à Verdonk, et c'était catastrophique. Verdonk et Ngoy et Mbemba en charnière centrale. Est-ce que c'est pas ça qui a compliqué la donne, bien ou sûr. Le facteur André aussi, ça joue bien sûr. Ils ont des absents d'importance. Perrault, ça a fait mal quand il est sorti, on l'a vu, surtout que Verdonk pour moi a fait une entrée vraiment ignoble. Et Mandy, on le sait que c'est pas un titulaire de référence au LOSC normalement, donc ça montre aussi un certain nombre d'absences. Mais malgré ça, ils se doivent de faire mieux, de pas prendre 3 buts. Et puis Ngoy, il a un petit peu perdu le fil au cours du match. Il a perdu en confiance. On sentait qu'il plongeait un peu. Il fait une boulette sur un but. Et puis Mbemba, il a pas joué depuis un an, donc forcément le duo est pas forcément le mieux rodé possible. Mais il avait marché un petit peu sur les. Enfin, cette défense était plutôt solide sur les matchs d'avant. Donc pour moi, c'est pas une excuse. Et toi, Malo, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cette charnière centrale un peu remaniée, en toute objectivité, bien sûr. En toute objectivité, oui, toujours, bien sûr. Le LOSC, même hier on l'a vu, c'était vraiment pas terrible. Cette mauvaise équipe de Brann, l'équipe norvégienne qui s'est procuré énormément d'occasions. Ouais, on y reviendra. Qui est très friable. Moi honnêtement, j'ai pas eu la chance de voir ce match face à Lens. Mais si c'était la même configuration que hier, c'est ça, ça passait beaucoup dans le dos des défenseurs. Tu as parlé de Verdonk qui a été mauvais face à Lens. Il a été mauvais aussi hier face à Brann. Mais je parlais de Verdonk. Ouais. Juste peut-être dans la défense, le bon point de la semaine, c'est peut-être Thiago Santos qui revient. Complètement. On a vu une différence quand même avec Mandy. Oui, honnêtement, voilà. La saison dernière, Thiago Santos, c'est un tout autre level. Moi, je le dis depuis depuis que je le vois jouer. Moi, je trouve que début de saison dernière, c'est dans les 3 meilleurs joueurs du LOSC au début. Oui, contre avec Zegrova et etc. Et André Okor,
Et il peut-être André. il peut faire une très très belle carrière par la suite. De toute façon, son centre qu'il envoie sur Giroud, on parle beaucoup. Ah ouais, il est énorme. Giroud, il est énorme. Mais Giroud, il l'a dit d'ailleurs. De toute façon, les gars, on y reparlera de ce match face à Brann. J'avais une dernière question. Je tiens aussi à appuyer aussi, puisque moi j'étais au stade et il y a eu franchement une très très grosse ambiance qu'on n'a pas vue depuis très longtemps au RC Lens. Non, mais c'est vrai, Loïc, je remarque ça. Oui. Il y a eu une très grosse ambiance qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. En toute objectivité. Il a dit en toute objectivité. Qui est comparable à de grandes ambiances comme celle qu'on a pu voir par exemple face à Arsenal, même si Arsenal c'était à notre level, mais voilà. Et dernière question pour vous les gars, même si c'est plus orienté pour Loïc et moi du coup, quel est votre homme du match de ce derby? Thauvin, Udol, on mise sur Isser quand même, qui a été prépondérant en première mi-temps. Je sais pas, c'est une bonne question. En vrai, ton gardien il te fait 2 énormes arrêts. Après, quand tu gagnes 3-0, c'est dur de Bien dire sûr, que c'est le collectif qui prime. Mais c'est si dur de dire que c'est ton gardien le meilleur joueur quand tu as gagné 3-0. Homme du match, non. Thauvin était pas mal quand même dans son match. Il met son but, mais après, au-delà de ça, je l'ai pas trouvé particulièrement impressionnant. Enfin, si, mais voilà, il a pas non plus. Je trouve que c'est vraiment dur là de dégager un homme du match dans ce match-là. T'as 3 buteurs différents. Au milieu de terrain, j'ai bien aimé ce qu'ils ont proposé Lens à partir de la 30e. Ouais. Comment? Mamadou Sangaré notamment. Ouais, moi je pense que j'aurais peut-être mis Sangaré qui passe peut-être un peu inaperçu dans ce match, mais qui fait un gros travail. Moi j'aurais mis Thauvin quand même parce que je trouve que dans l'apport technique, il était, enfin on voit que c'est quand même un cran au-dessus par rapport à Ryan Fofana. Après, c'est pas très compliqué aussi. Je vais encore le redire, oui voilà, c'est pas compliqué, mais par exemple quand Saïd fait la passe et que Thauvin prend ses responsabilités et met une superbe enroulée où on voit les images notamment sur internet où on voit sa photo en train de faire une enroulée comme c'était le cas à Marseille avant. Moi je trouve que Thauvin ça a été vraiment la finesse dans le jeu, la finesse technique, il était très bon, donc voilà, mon homme du match. On passe à un deuxième sujet messieurs. Deuxième sujet qui s'est passé cette semaine, match décalé entre Marseille et le Paris Saint-Germain pour ce classique qui s'est déroulé lundi à 21h ou 20h45. 20h45. 20h même. Ouais. On s'est trompé d'heure, mais c'est pas trop grave. Marseille qui s'est imposé 1-0 sur ce match. Au départ sur un but accordé par Naïef Aguerd, mais finalement qui a été accordé en contre son camp de Marquinhos. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match? Qu'est-ce que vous en avez pensé aussi surtout de la prestation du Paris Saint-Germain? Je pense à Malo. Non, moi je laisse Malo parce que je sais qu'il a pas de choses à dire, il va débiter et après je parlerai un peu. Attention, critique vive. Attention, en toute objectivité, là j'en doute. Ouais, moi toujours en toute objectivité. Non, moi ce que j'ai pas apprécié de cette... Bon, en vrai je pense que ça restera anecdotique au final quand on fera les comptes en fin de saison, mais moi ce que j'ai pas apprécié c'est... il y a plein de choses. Déjà, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop respecté les classiques. Beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, à mon grand regret, ont plutôt privilégié peut-être la cérémonie du Ballon d'Or qui avait lieu en même temps, plutôt que ce match qui est pour moi vraiment importantissime dans la saison du PSG en Ligue 1. Mais si on doit parler plus du jeu et de tactique, moi déjà, j'ai pas compris le 3-5-2. Un peu hybride, ouais. Il y a des joueurs qui n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter, notamment Achraf Hakimi et Nuno Mendes offensivement. C'est-à-dire qu'en fait, sur les côtés, offensivement, tu n'avais pas grand-chose, et tu n'avais même rien. Dans l'axe, tu avais un Kvaratskhelia qui est, à l'image de ces derniers mois, depuis la Coupe du Monde des clubs, moyen, voire mauvais. Sauf parfois. contre l'Atalanta. Ouais, sauf contre l'Atalanta. Moi, je le trouve moyen, voire mauvais, très souvent. Gonzalo Ramos qui lui est catastrophique. À chaque fois qu'il fout le... On dirait que Gonzalo Ramos, quand il joue titulaire, je sais pas ce qui se passe. Il y a un problème. Ouais. Mais père, il a plus d'habilité avec ses pieds. C'est plus dur, mais après, il faut voir aussi quand est-ce qu'il joue titulaire. Il joue jamais titulaire. Contre Lens, il a joué titulaire. Oui, mais il est entouré par, il est pas entouré par Doué Dembélé, là, tu vois. Il est entouré par un Gvara et Mayoulou, par exemple. Il joue contre Angers. Quand il joue titulaire, il joue contre Angers, il joue contre des petites équipes. Et puis même...
Non, c'est parce qu'on a un Angevin, je répète, parce que Malo est en train de rire, parce qu'on a un Angevin à la régie, et il a un pris peu une balle insulté perdue. Malo au moment où c'était un peu une balle perdue. Oui, excusez-moi. Non, mais c'est vrai qu'il joue contre des petites équipes sans ambiance, un club sans projet, il arrive pas à marquer, je suis d'accord que c'est catastrophique. Parce que bon, on peut être, pour revenir sur Gonzalo Ramos, on peut être indulgent. Moi, ça fait quand même 2 saisons là qu'il est là, et puis que moi je me dis, le gars, il joue pas, il joue peu. Et quand en plus on en parlait il y a 2-3 semaines, moi il y a des mecs, j'en attends beaucoup plus. Surtout pendant cette période où tu as Désiré Doué, enfin beaucoup d'absents en fait offensivement. Moi j'en attends énormément d'un mec comme Gonzalo Ramos qui, quand il a des minutes et qu'il est remplaçant, il montre qu'il peut postuler à cette place de titulaire, mais lorsqu'il est titulaire, il est catastrophique. Et c'est pas seulement il va rater des petites occasions, non, c'est même des dans l'impact, de balles. je suis d'accord. Trouve que techniquement il a un déficit. Alors que Gonzalo Ramos de base c'est quand même censé être un mec qui est assez habile avec ses pieds, il était numéro 10 en jeune à Benfica. Oui. Normalement, il est censé avoir une certaine forme de finesse technique. En plus, c'est un portugais, la formation portugaise, on connaît. Donc, moi, je comprends pas, peut-être un manque de confiance, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui montre, c'est pas suffisant. Au milieu de terrain, on a le chouchou. C'était mon chouchou, il fut mon chouchou. Warren Zaïre-Emery. Et là, c'est un cas, c'est vraiment. Je comprends pas. Aïe. Je ne comprends pas le Est-ce que. Je te coupe 2 minutes, je te pose une question en parlant de Warren Zaïre-Emery, pardon, parce que c'est en lien avec. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas temps pour Warren Zaïre-Emery, pardon, de quitter le club et peut-être d'aller chercher des standards un peu moins élevés? Je pense que on l'a tous vu au début de sa carrière. Warren, il a un talent énorme, il a porté le Paris Saint-Germain il a porté ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain, notamment la première saison, À Dortmund. première demi-saison de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Donc voilà, le talent est là. Sauf que moi, je pense et je trouve qu'il manque de personnalité. C'est-à-dire qu'il va être un peu, pour reprendre une expression d'un journaliste français, il est très 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 hors nature. En fait, c'est Fabian Ruiz d'il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire qu'il va se contenter du strict Non, il est timoré. minimum. Quand tu es au Paris Saint-Germain, on peut pas se satisfaire Du strict minimum, je suis d'accord. Donc si tu veux te satisfaire du strict minimum, va dans un club comme Leipzig, à Dortmund, un club même comme ça, Monaco, Monaco, enfin ce genre de club-là, Nice, voilà, les clubs où il n'y a pas trop de pression, Lens, les clubs où il n'y a pas trop de Ah ouais, on y revenait à ce débat. Autour du club, et puis voilà. Et puis même peut-être, il y a Jérôme Bretagne qui en parlait dans la semaine, peut-être que s'il change de contexte, qu'il découvre un autre pays, une autre ville. Ça changera peut-être son. Ouais, ça peut peut-être provoquer un déclic. Puis il a une certaine pression quand tu vois l'importance du milieu de terrain de l'année dernière du Paris Saint-Germain avec Ruiz, Vitinha et Neves qui étaient tous les trois absolument excellents et qui tous les trois ont marqué des buts à des moments importants et ont eu un rôle tactique vraiment prépondérant. Forcément, lui, alors qu'il était hyper important la saison d'avant, là il a énormément de pression, il doit prouver des choses, il doit montrer qu'il a encore sa place à batailler dans ce milieu, et donc c'est pas un contexte évident pour un gamin de 18-19 ans comme il est. Et donc oui, 20 ans maintenant, c'est vrai, il faut qu'il aille prendre du temps de jeu ailleurs, ça c'est clair. Après voilà, son match, en fait le problème c'est que même dans son registre à lui, il est plus aussi bon qu'avant. Et ça n'a jamais été un fin numéro 10, mais il se projette encore moins vers l'avant qu'avant. Il gagne moins de duels, donc ouais, c'est sûr que là, c'est une période compliquée. C'est compliqué en plus avec lui, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il est même meilleur quand Luis Enrique le fait jouer latéral droit à la place de Hakimi que milieu de terrain. Et pourquoi ? Parce que justement, il se donne, il court, il montre qu'il a envie, mais quand t'es milieu de terrain, c'est pas suffisant. Quand t'es milieu de terrain, faut par la passe, par des courses, comme le fait Fabian Ruiz dans le dos de la défense ou entre les lignes, montrer que t'es là, t'es présent. Et sauf que lui, non, il se contente de faire des passes en arrière quand il a le ballon. Et il n'y a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Et si je dois comparer avec un autre mec de sa génération, c'est Nimayulu. Lui, par contre, quand il et toutes ces entrées qu'il fait depuis qu'il est dans le groupe pro Paris Saint-Germain, moi, je trouve qu'il a quand même une personnalité. Et ça, j'apprécie, tu vois. Contrairement à Warren, qui en a montré énormément au début, mais depuis 1 an, le néant. Moi, j'aimerais revenir sur un point que Malo et moi on aime particulièrement, c'est l'aspect tactique de ce match. Malo, il en parlait, je sais pas si tu veux développer encore un petit peu sur l'espèce de 3-5-2 un petit peu hybride, évidemment, toujours avec Luis Enrique, mais qui a été extrêmement bien contré par Roberto De Zerbi, du moins d'un point de vue défensif.
En fait, Malo, qu'est-ce que tu voulais dire sur Hakim et Mendes, dans le sens où même si ça peut paraître contradictoire parce qu'ils sont plus hauts, ils sont pistons, offensivement, ils n'ont rien pu apporter par rapport à d'habitude. Oui, c'est ça. C'est que après c'est un autre dispositif. Le 3-5-2 c'est totalement différent. C'est différent. Complètement. De base. Moi, c'est ce que j'ai du mal un peu avec les entraîneurs comme ça qui s'improvisent à la dernière minute adeptes du 3-5-2 ou du 3-4-3. Voilà, les formations en fait à trois défenseurs centraux. Parce que c'est un truc que tu dois travailler. C'est des automatismes. L'année dernière, c'était l'Inter qui était l'une des équipes les mieux rodées tactiquement en Europe et qui utilisait. Ça fait des années qu'ils jouent dans ce dispositif. Et qui utilisait une formation à trois centraux. Donc moi je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace en fait, de largesse défensive dans le dos de nos latéraux et offensivement en fait ils apportaient rien. Donc et puis même c'est vrai que l'espace entre vos pistons et vos défenseurs centraux, c'est souvent que là Marseille a trouvé et a fini par être dangereux derrière. Greenwood qui a été très bon. C'est ça. Du côté qui a été ce mec là il m'impressionne depuis qu'il est arrivé à Marseille, enfin en tout cas depuis 2-3 matchs en tout cas. Moi je trouve qu'il a été très très bon face au Paris Saint-Germain. Comme il avait été très très bon face au Real Madrid. Donc moi je trouvais très bon. C'est ce que j'allais dire, je te coupe Loïc. Vous avez parlé de Paris. Maintenant, est-ce qu'on n'aborderait pas Marseille ? Donc, qu'est-ce que vous avez aimé, par exemple, dans la prestation de Marseille sur ce 1-0 ? Parce que j'ai vu que vous parlez beaucoup de Paris, du système tactique, mais derrière, il y a une équipe qui a franchement été costaud. Marseille, ça a été costaud sans être non plus hyper impressionnant. C'était un match un petit peu bagarre quand même, malgré tout. C'était un match grosse bagarre de milieu de terrain. Marseille, ça a été costaud tactiquement, dans le sens où ils ont quand même réussi plutôt à museler le PSG. Quand le PSG avait la balle, ils n'étaient pas super dangereux et Marseille a réussi à avoir dans une certaine mesure le ballon de temps en temps. Et donc ils ont réussi à pas trop subir en deuxième mi-temps. Je trouve que ça c'était plutôt solide de la part de l'OM. Après voilà, pour le coup, moi, ma petite déception d'un joueur, c'est Pachao, qui a fait un match vraiment ignoble à mon goût. Ignoble, c'est un grand mot, mais ouais. Ah non, il a vraiment pas été bon. À part sa frappe, là, sa reprise de volée qui passe pas loin et qui aurait pu être magnifique. Je trouve qu'il a pas été bon, mais sinon, Degerbi avait fait des choix assez forts quand même derrière sur la compo. Medina jouait pas. Medina, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, et ça a payé, c'était plutôt solide. Et puis après, tactiquement, on a bien vu que dans des matchs comme ça, là, contre le Real, contre Paris, des matchs où tu sais qu'il va falloir être assez costaud physiquement, que tu vas pas jouer face à un bloc bas, on a des indices sur ce qu'a envie de mettre en place Degerbi, et il fait pas jouer Angel Gomez, qui a joué 0 minutes sur les 2 matchs, je crois, mais il fait jouer O'Reilly, qui contre le PSG, à mon goût, a été plutôt pas mal. En tout cas, bien mieux que contre le Real. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas, en fait, la question, est-ce que c'est pas une bataille du milieu de terrain qui a été remportée par Marseille ? Mais le milieu de terrain, pour moi, le milieu de terrain aussi a été parisien. Vas-y, Malo, après, si t'as des trucs à dire, mais a été mis aussi en difficulté par cette espèce de changement de dispositif, aussi à l'absence de Neves, bien sûr. Bien sûr. On sentait que Vitinha, en fait, allait en point de basse, il devait un petit peu tout organiser tout seul. Les deux autres, de temps en temps, se cachaient un peu. Il y a surtout Zaïre Emery. C'est vrai que c'était un peu dur, c'était un peu yaourt nature, comme dit Malo. Donc voilà, c'était. Dernier mot, Malo. Ouais, non, t'as raison. De toute façon, c'est souvent ça dans le football. Souvent, les matchs se jouent au milieu de terrain. Et puis, oui, ça, t'as parlé de Vitinha qui était excellent. Warren Zaïre Emery, parfois, parce qu'en fait, on avait nos latéraux qui parfois se recentraient un peu dans l'axe et qui jouaient un peu comme des numéro 9, numéro 10, qui étaient un peu pas très loin de Barra et comment il s'appelle, et Gonzalo Ramos. Du coup, t'avais souvent Warren qui allait en sorte de milieu droit et Fabien Ruiz sur le côté gauche aussi. Donc moi je sais pas, le milieu de terrain le milieu de terrain de l'OM a été très bon. Ah oui, c'est sûr. Dans les 30 premières minutes, et c'est là où c'est dans cette minute-là que le match s'est joué. Après t'as Paris qui avait une possession, ils ont créé des occasions mais qui n'a pas réussi à conclure parce que t'avais un très bon Rulli. Ouais, c'est vrai que Rulli, on peut le redire, il y a un inverse Chevalier qui n'a pas été forcément qui coûte Chevalier, il coûte pas le match, mais en tout cas sur le premier but il est fautif. Largement fautif. Merci messieurs pour ce sujet Ligue 1. On clôt le sujet Ligue 1, on part vers plutôt de l'Europe. Et cette semaine, on a eu nos 3 clubs français en Ligue Europa qui ont joué.
Et plutôt des bonnes nouvelles quand même du côté de nos clubs français. On va commencer par l'OGC Nice là par contre qui est un peu le point noir du coup. Bon, ouais, on n'a pas de surprise. Mais c'est pas une surprise, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match et surtout qu'est-ce que vous en avez pensé aussi de la Roma qui a franchement été. Moi j'étais plutôt impressionné par le niveau de la Roma. Pas en attaque, mais. Moi, je suis pas impressionné par la Roma qui arrive à gagner contre l'OGC Nice en Europa League. Pas le fait de gagner, mais c'est le cas de 95% des équipes, avec tout le respect pour l'OGC Nice. Mais pour le coup, là où Nice est décevant, c'est que ils jouent pas pendant 70 minutes. On peut presque avoir des regrets sur la fin de match parce que ils se sont mis à pousser. Mais déjà, tu vois qu'il y a un petit problème dans cette équipe quand Mofi et Klose, qui sont deux joueurs importants de ton effectif, sont pas titulaires parce qu'ils sont arrivés en retard à une séance vidéo en début de semaine. Déjà, tu te demandes ce qui se passe un petit peu. C'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive, si je me souviens bien. Voilà, Nice, en fait, j'arrive pas à avoir des espérances. J'arrive pas à, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils nous ont fait un peu vibrer en Coupe d'Europe 13 matchs sans victoire, là. C'est 13 matchs sans victoire, exactement. C'est dommage, parce que sur les 20 dernières minutes, c'est un petit peu encourageant ce qu'ils font, donc il faut pas retenir que le négatif, mais t'es à domicile, tu te dois de faire mieux. Pour moi, c'est une éternelle déception, Nice. Et puis en fait, je comprends plus vraiment le projet qu'il y a derrière. Je continue sur ce que tu dis, Loïc. Est-ce que t'as parlé de la sanction de Klose et Mofi, mais finalement, c'est les deux qui sont rentrés, qui ont apporté le plus. C'est pour ça. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ça, de ces rentrées? Est-ce qu'il y aurait, même si c'est une sanction, est-ce qu'il y aurait pas du coup fallu les faire jouer titulaires? Bon, non, de toute façon, je pense pas qu'on puisse dire il aurait fallu. Non, ils sont en retard, c'est normal. Heureusement que non, ça c'est. Il faut que le coach puisse tenir son vestiaire. Non, alors ça, par contre, faut être à cheval sur ce genre de détails. De comportement. Ne sont pas vraiment quoi. Le comportement, c'est important. Ouais. Après, ça se reflète sur le terrain, l'état d'esprit, tout ça, quoi. On a l'habitude dans le football. Mais ouais, sinon pour revenir sur la prestation, moi j'ai pas trouvé qu'on avait une Roma de fou, quoi. Enfin, non, c'est pas mais ils avaient pas besoin de ça. Franchement, j'étais quand même impressionné. En général, depuis le début de la saison, la Roma c'est pas incroyable avec Gasperini qui vient d'arriver. Forcément, c'est le temps qui mettent en place les principes. Non, mais t'as des bons joueurs. C'est ça. Non, mais tu vois quand c'est même comme ça qu'ils s'en sortent. Moi j'ai vu quelque chose. Tu vois quelque chose, voilà. Mais c'est pas le Gasperini de l'Atalanta. Non. Mais il faut attendre. C'est trop tôt. Pour moi, on n'avait pas une Roma de fou, mais ça a servi pour écraser l'OGC Nice au moins pendant 70 minutes. Parce que pour moi, ils n'ont pas vu le jour. Oui, bien sûr. Notamment, je leur disais, mais cette équipe va pas marquer, c'est pas possible. Bon, au final, ils marquent sur un penalty. Et puis voilà, mais moi je. Et encore, franchement, ça aurait pu être évité le penalty parce que c'est vraiment une poussette grossière où il peut éviter franchement ça. Moi, par contre, je tiens juste à dire, je comprends votre état sur la Roma, c'est pas non plus exceptionnel ce qu'ils ont fait, je tiens à dire, mais par contre, j'ai bien aimé un aspect du jeu. Mais je suis obligé. C'est le milieu de terrain. Ah oui. J'étais très impressionné par l'association Manu Koné et Naël El Ainaoui. Bon, après, voilà, je vais pas mentir que je connaissais déjà le bonhomme El Ainaoui, et quand Francaise dit oui, on aurait dû le recruter, bah oui, malheureusement, vous aurez dû le recruter. C'est un joueur qui manque à notre Ligue 1 et associé à Manu Koné qui a été chercher un nombre incalculable de ballons, et même j'ai trouvé dans la possession de balle, dans le fait de garder la balle, mais qu'est-ce que c'est un joueur important, Manu Koné, dans l'effectif de la Roma. Moi quand je vois ça je me dis qu'est-ce qu'il fait encore à la Roma, honnêtement. C'est quand même un bon club là. C'est un bon club, mais il peut vraiment chercher. Il y a un an il a pas grillé les étapes et ça lui a réussi, donc moi je trouve ça bien en fait. Non, il est excellent, même depuis qu'il est arrivé à la Roma. À l'association des deux, c'était. Je crois que j'avais vu, c'était pas l'Inter qui le voulait, Manu Koné. C'était c'est ça, ouais. C'était l'Inter qui le voulait, donc déjà voilà, il aurait pu passer un step au-dessus. Finalement, c'est pas fait, il est resté à la Roma. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée. En plus, voilà, il est associé avec El Ainaoui, donc moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose pour la Roma et pour Manu Koné. Et ben voilà. Ben merci. Et hier, on avait nos Lillois qui avaient à cœur aussi de montrer un meilleur visage à domicile face à Brann, donc cette équipe de division, enfin de Norvège, et les Lillois qui se sont imposés vraiment au forceps, on va dire ça, 2-1 grâce à Igaman.
Hamza Egaman, c'est ça Malo? C'est Hamza Egaman. Je sais plus c'est quoi son prénom. Je crois que c'est ça. Et merci. Et le super sub Olivier Giroud. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match? C'était un peu poussif. Bon, je pense qu'on va Est-ce que c'est un match aussi à oublier ou on va être garde les rapide. 3 points? On va être rapide dessus. Non, c'est pas un match oublié parce que c'est un match compliqué dans lequel tu subis. Ils prennent 3 poteaux. Après, t'en mets 2 aussi, hein, mais ils prennent 3 poteaux. Ouais. Mais c'est pas un 17 match. tirs, 17 tirs pour lui. C'est pas un match à oublier parce que tu prends quand même 3 points. Tu lances du coup ta campagne européenne d'une bonne manière. Tu prends 3 points un petit peu à l'arraché avec une passe décisive d'un gars qui est blessé depuis 1 an pour un vieux briscard un vieux briscard que t'as recruté. Donc en vrai c'est quand même positif. De ce point de vue-là, il y a des choses à tirer positivement. Par contre, oui, il y a aussi des inquiétudes, ça c'est sûr, notamment derrière, notamment au milieu, etc. Où là, on a vu un Lille quand même. On a vu un petit peu un Lille pas du derby, mais la prestation notamment de la première mi-temps était quand même assez inquiétante. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Malo. Je suis d'accord avec ce que Loïc a dit. Très bien. Performance moyenne, très moyenne. Très même. Moi, ce que je disais, c'est que Lille en première mi-temps était soporifique, c'est-à-dire qu'il se passait rien. Il se passait rien, et puis quand il se passait des choses, c'était des choses en faveur de Bran. Ouais. Donc assez compliqué. Avec le poteau. Si je dois m'attarder sur une performance individuelle aussi, bon, j'en parlais un peu au début, je crois que c'était la première émission, mais leur gardien, Ozer, je trouve vraiment pas bon. Je trouve qu'il est vraiment nul, et je pense que. Non, je pense qu'il est peut-être un peu jeune, il manque peut-être d'expérience, mais. Il est pas rassurant en tout cas, je trouve. Oui. Il est tellement pas rassurant, et surtout quand tu passes de Maignan, Chevalier et ce mec-là. Ah oui, bien sûr, bah là t'as un gouffre, voilà. Là je pense que là c'est pas le bon choix de la part de Olivier Létang. Moi j'avais une question par rapport à ça, dernière petite question. Est-ce que il n'y a pas un problème d'état d'esprit au LOSC? Avec je te fais c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'état d'esprit avec franchement le seul joueur qui arrive à, moi de ce que j'ai trouvé, les 2 seuls joueurs qui ont été bons, c'est Thiago Santos et Olivier Giroud qui est rentré, et on sentait qu'il avait la rage en lui, on sentait qu'il avait envie, qu'il avait cette envie. T'es complètement en train de te perdre là. Pour moi, une équipe qui fait 2 mauvais matchs, elle a un mauvais état d'esprit a été perdu? Non, l'état d'esprit peut pas être perdu alors que tu prends 3 points en gagnant à la 85e. Mais c'est illogique ce que tu dis, Baptiste. Non, mais c'est illogique. Et par contre, moi, c'est vrai que. C'est pas le problème, c'est la manière normalement, une équipe comme Lille, voilà, j'y revenais, on est exigeant ou pas, elle doit gagner 3-4-0 contre Brann. C'est la question d'état d'esprit. C'est une équipe qui a le droit d'être en difficulté. Coefficient UEFA. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Une équipe, elle peut être. Oui, mais non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire de l'état d'esprit. Voilà, doit afficher un meilleur visage. Pas par rapport à l'état d'esprit. Voilà. Moi je pense que tous les joueurs hier voulaient gagner 3, 4, 5, 7-0 même. Mais peut-être que hier c'était peut-être pas dans un bon jour. Moi aussi il y a des joueurs que je trouve un peu surcotés dans cette équipe. Ralston, je trouve un peu. Ça fait 4 ans qu'il est là, on nous le vend comme le Messi le Messi du Nord. Mais moi j'aime beaucoup ce joueur, je le trouve très intéressant. Il faisait un bon début de saison jusqu'au derby, où au derby ça a été un des pires joueurs. Et là hier encore, il est pas excellent. Il offre se cache beaucoup. Il offre un but. Ouais. Non, normalement non, je trouve pas. Normalement, mais au début de la saison non, mais avant ça il se cachait beaucoup. Non, je suis pas d'accord. Mais en tout cas là sur les 2 derniers matchs. Complète où il était bon de août à août. Mais j'ai pas dit ça, mais ça veut pas dire qu'il se cache. Bah si, il se cachait du coup. Il y a des matchs où il y a même des parties. Déjà, il s'est pas mal blessé. Mais c'est pas parce que t'es pas bon de toute l'année que tu te caches. Il est vraiment bon, il est titulaire. Ah ben bien sûr. Oui, mais ça veut pas dire. Pendant très longtemps, il n'a pas joué titulaire à Lille, c'est qu'il y avait une raison. Mais il est pas bon quand il jouait. Mais il se cache pas. Cacher, c'est quelqu'un qui veut pas recevoir de ballon. C'est quelqu'un. Moi, je trouve que c'est énormément caché. Parfois, il jouait même sur le côté gauche. Je le trouvais pas bon du tout. Je le trouvais parfois même invisible. Et alors certes, parfois il peut te mettre des barres rentrantes, mais moi je trouve que c'est un joueur assez surcoté. Et je demande qu'à ce qu'il me prouve le contraire. C'est tout. Mais jusqu'alors, moi je le trouve vraiment pas bon. Bah merci messieurs. On peut passer au dernier match. C'était un peu, j'ai senti que celui-là il a mis un peu de tension. C'est rien. Mais on va passer au dernier match. Dernière bonne nouvelle quand même, c'est l'Olympique Lyonnais qui vient s'imposer sur la pelouse d'Utrecht aux Pays-Bas. Bonne nouvelle.
Toujours, pour 3 Lyon. points pour un club français en Coupe d'Europe, on va jamais dire que c'est une mauvaise nouvelle. Après, voilà, il faut encore un clean sheet. Lyon, du début de saison, de ce qu'on voit, c'est un Lyon très solide défensivement. Peut-être que c'est choisi parce Francesca a vu qu'il avait moins d'armes offensives, je sais pas. Mais du pour moins... l'instant, ça tient. Mais du moins, ils font encore un clean sheet. Ils vont gagner à l'extérieur en Europa League. C'est toujours des déplacements un petit peu foireux, si je peux me permettre. Et donc non, c'est positif. Est-ce qu'il n'y a pas eu, donc là je pose aussi la question à Malo, hein, est-ce qu'il n'y a pas eu un turnover, enfin un changement au moment où, enfin pas un turnover, mais je veux dire dans le sens où les arrivées les changements de Tessman et de Moreira, je pense à ces deux-là, est-ce qu'elles n'ont pas apporté vraiment un plus à la rencontre, ce qui nous manquait un peu jusqu'à leur rentrée, parce que on n'a pas vu de grosses actions. Martin Satriano, ça a été un peu compliqué, même s'il a été trouvé, hein, physiquement il a été pas mal, pas mauvais, mais est-ce que Tessman et Moreira, j'y pense, hein, même Maitland Nice, hein, est-ce que ça n'a pas apporté un plus dans le jeu de Lyon au moment de leur changement? Oui, si, on peut pas dire le contraire alors que Tessman a marqué, quoi, c'est tout. Moi, de toute façon, pour revenir sur le match de Lyon, je l'ai trouvé assez... Ouais, si c'est bien. C'était compliqué quand même, hein, en première mi-temps. Il a résumé le fait que c'est quand même bien de s'imposer comme ça à l'extérieur. Surtout quand tu as ton meilleur joueur de ces derniers mois, Corentin Tolisso, qui est pas là. Et qui est aussi capitaine. Donc moi, je trouve ça quand même assez fort. En plus, souvent, les équipes françaises, face aux équipes néerlandaises, ça fait un peu pchit. Là, heureusement, pour Lyon, ça a gagné. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, honnêtement, de ce match-là, je retiendrai les 3 points et le clean sheet encore. Après le reste... Et Dominique... De toute façon, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet Olympique Lyonnais quand on sait qu'il y a 2 mois, ils auraient dû être en Ligue 2, tu vois? Bien sûr, faut pas trop être exigeant avec eux. Quand tu regardes la composition, t'as des mecs qu'ils ont recrutés cet été à 1 million, 2 millions, t'as des mecs du centre de formation. Qui jouent même pas, il y a même certains joueurs qui jouaient même pas dans leur ancien club. Le Carvalho qui a été plutôt bon, et Calis Mera qui est bon depuis le début de la saison, qui lui est rentré en cours de jeu. T'as aussi depuis le début de saison Enzo Molebe qui fait plutôt pas mal entrées. Donc je sais pas, moi je peux pas être exigeant avec cette équipe de Lyon. Morton aussi qui était plutôt bon, qui est très bon depuis le début de la saison, même s'il a pris un carton rouge bête face à Rennes. Mais moi je trouve que c'est déjà une bonne performance. Ils ont des bons joueurs, ils sont en train de se réécrire une histoire qui est pour le moment plutôt belle. Alors certes tout n'est pas parfait dans le jeu. On se fait, voilà, c'est pas que des parties de plaisir, mais moi je trouve que c'est quand même encourageant pour la suite. Ouais, bien sûr. La suite du nouveau projet. Et Dominique, je tiens à dire aussi un truc, je trouve qu'on n'en a pas trop parlé, mais Dominique Griff qui tient son rang quand même depuis 2 matchs là, c'est costaud sur sa ligne, hein. On parlait de Berkehauser pour Lille, là je mets un peu sur le Lyon Dominique Griff, qui est Greif ou Griff, je crois que c'est ça. Greif. Ok, Dominique Greif, du coup qui là encore maintient son équipe à 1-0, clean sheet, donc tout va bien pour les Lyonnais. Les gars, dernier chapitre, on va se concentrer sur la prochaine journée de Ligue des Champions avec nos 3 clubs, j'allais dire 2, mais non, 3 clubs bien sûr français. Et on commence par le premier, l'Olympique de Marseille qui affrontera l'Ajax Amsterdam à domicile au Vélodrome. L'Olympique de Marseille qui avait perdu de justesse contre le Real de Madrid sur un penalty un peu avantageux, on va dire, pour le Real sur cette main de Medina. Qu'est-ce que vous pensez du match Marseille-Ajax? Est-ce que vous pensez que c'est à la portée de Marseille? Oui. Ouais, évidemment, moi je pense qu'au-delà d'être à la portée, c'est vraiment le type de match où Marseille doit prendre les 3 points si Marseille veut exister en Champions League et veut aller plus loin que la phase de poule. C'est ce genre de match qu'il faut gagner. L'Ajax, je viens de regarder un petit peu, ça fait un début de saison qui est correct mais qui est pas dingue. Ils sont 4e du championnat avec 12 points en 6 matchs. C'est solide mais c'est pas non plus fou. Ils ont pas gagné contre une grosse équipe, ils ont joué le PSV, ils ont fait nul. Ils ont perdu 2-0 à domicile contre l'Inter. Donc à domicile comme ça, en confiance, parce que malgré tout je pense que le match du Real les a mis dans une certaine mesure en confiance. Et puis la victoire contre le PSG, pour moi voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais Marseille doit s'imposer dans ce style de match, bien que ce sera pas facile. Malo. Non, déjà s'il s'impose, ce sera une performance, puisque
je pense pas qu'il y ait énormément de clubs français qui soient déjà imposés face à l'Ajax dans le passé. Dans le passé récent, on avait Lyon en 2017, je crois, en Europa League, qui s'était fait sortir. Non, s'ils arrivent à s'imposer, ce sera à valoriser, même si je suis quand même d'accord avec Loïc sur le fait que s'ils veulent au moins faire partie des 24, c'est ce genre de match-là sur lesquels il faut capitaliser et prendre les 3 points. Donc non, moi j'attends une victoire et j'espère aussi voir un bel OM. Ouais. Un bel OM. Un beau visage de l'OM. Parce que sur sa continuité. C'est bien beau, voilà, on a vanté l'Olympique Lyonnais juste avant, qui a gagné sans forcément être très incroyable. Pareil pour le LOSC. Mais l'OM, moi j'aimerais bien, en plus même pour leurs supporters, je pense que ça leur ferait plaisir à domicile, pour le retour en plus de la Ligue des Champions chez eux, une victoire où ils affichent un beau visage, comme face au PSG en fait, dans les 30 premières minutes, où ils montrent énormément de grinta et avec un important pressing et une présence dans les duels assez importants. Moi je pense que voilà, ce serait bien que l'OM affiche ce visage-là. Prono les gars, de ce match? Je sais pas. Moi je pense que ça va être compliqué, je pense. Ça, là on est un peu loin quand même. On n'a même pas encore eu le match de ce soir face à ça. Oui, bien sûr, mais c'est des petits pronos. On se positionne un tout petit peu. Celui-là, mais pas pour les autres. On va faire au hasard, allez. 2-1 pour Marseille, moi je dirais, ou 1 partout. Allez, 2-1 pour Marseille. 3-0 pour Marseille. Et moins 1 pour Marseille. Le lendemain, le mercredi 1er octobre à 21h, Monaco va devoir se battre, ça va être très compliqué, après avoir perdu largement face à Bruges. C'était très compliqué. Monaco qui a du mal cette saison, même si Ansu Fati était plutôt décisif ces derniers matchs, qui va recevoir Manchester City. Ça va être très compliqué, selon vous. Sachant que Manchester City est quand même plutôt en forme, même si c'est pas non plus le grand Manchester City, c'est en forme. Oui, forcément, comment dire que avec un Foden qui vient revenu aussi. Comment dire que ça va être facile? Pour City? Non, comment dire, tu dis est-ce que ça va être compliqué pour Monaco? Oui, évidemment. Oui, non, mais bien sûr. Mais est-ce que tu vois Monaco quand même accrocher City ou non? Non, c'est... Bon, franchement, ce Monaco-là... ça va être compliqué. J'y crois pas trop, non. Malo? Non, pareil, moi non plus, je les vois pas s'imposer, ni faire même accrocher un match nul face à Manchester City. Avec ce coach, j'ai un peu l'impression qu'ils sont en fin de cycle. À 18h, ouais. L'AS Monaco, un cycle qui n'aura pas été très long d'ailleurs, et très vertueux non plus. Je sais pas, moi, sous Monaco... je sais pas, c'est un peu comme Nice dans le sens où... Non, mais mais quand... Là, t'es parti sur un terrain glissant quand même. Là. Quand je dis que c'est un peu comme Nice, c'est-à-dire que... je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'attente autour de ce club-là. C'est-à-dire que quand ils gagnent, voilà, on est content, mais quand ils perdent, il n'y a pas non plus énormément... Oui, mais parce que c'est dû à leurs supporters. Les critiquer dans les médias, contrairement à Marseille, Paris ou Lyon. C'est dû à la ferveur. Donc c'est sûrement dû à ça, mais en tout cas c'est le cas. Et puis non, moi je les vois pas faire un bon résultat. Je sais pas, moi de toute façon cette équipe me provoque rien cette saison. Moi je veux vraiment une défaite, une large victoire de City. Hein. Ah ouais. Après la performance montrée par Bruges, tu dis à part s'ils se réveillent. Bruges c'est solide, hein. C'est très costaud. Oui, c'était solide, mais chez eux aussi. Il y a quand même un écart quand même avec City. Passé à côté de leur match. Mais oui, on peut briller sur le PSG si tu veux. Ouais, dernier match, ce que j'allais dire. Dernier match, en parallèle du coup de ce match de Monaco, on pourra suivre en même temps le Paris Saint-Germain qui se déplace à Barcelone. Le duel un peu de Ballon d'Or, j'ai envie de dire, enfin de classement de Ballon d'Or avec Lamine Yamal pour le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Je sais pas Malo s'il reviendra les deux seront là, en forme, aucun des deux. Ça va être génial. Il sera de retour. Ça va être génial. Il sera de retour. Yamal sera là. C'est ça qu'il a mis un poste. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Match qui va être compliqué, match choc pour le Paris Saint-Germain, avec un retour après une année où le Paris Saint-Germain s'était imposé. La dernière rencontre, le Paris Saint-Germain s'était imposé. Pour revenir sur ce qu'était en train de dire Malo, c'est un match qu'on attendait tous au moment du tirage parce que c'est une très belle affiche entre les deux meilleures équipes européennes, en tout cas de la saison dernière, un petit peu celles qui ont proposé un jeu particulièrement impressionnant et intéressant.
Mais voilà, on est un petit peu déçus. Yamal sera là, mais peut-être pas à 100%. Dembélé sera pas là. Doué sera pas là. Rafinha, on vient de l'annoncer blessé tout à l'heure. C'est un peu décevant. Après, je pense qu'on a malgré tout deux entraîneurs qui aiment bien produire du jeu. Un duel de coach. Malgré tout, ça reste deux beaux effectifs. Donc ça reste une grande affiche de football. À voir comment le Paris va se déplacer à Barcelone. Paris va se remettre du Classico. On connaît Paris, mais le problème, c'est que s'ils perdent 2 matchs d'affilée, les médias vont peut-être très vite s'enflammer. Mais moi, je pense que il y aura pas mort d'homme et que le match est loin d'être perdu. J'attends un grand Kvara. J'espère, en tout cas. Barcola, je pense pas qu'il sera revenu non plus. Donc ça risque il devrait être là. Si t'as un Barcola Kvara, bon, c'est déjà une autre affiche. Et puis moi, ce que j'espère voir, c'est un 4-3-3 de Luis Enrique. Et si Barcola est là, j'empiète sur ce que tu dis. Si Barcola est là, comme Malo t'avait précisé sur le dernier épisode du CBLM, est-ce que là tu l'attends vraiment sur un choc comme ça, se révéler se révéler, c'est un grand mot, on connaît déjà la qualité de Barcola. Dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc moi j'espère que Bradley Barcola sera bon. Après j'ai pas envie de faire reposer toute la pression sur lui. Moi j'ai envie que tactiquement Luis Enrique nous propose quelque chose de cohérent. Il y a beaucoup d'absents, là on a encore appris Marquinhos tout à l'heure. Il y a beaucoup d'absents, mais moi j'attends quand même qu'il arrive à nous dégoter quelque chose de son chapeau et qu'il prouve que c'est vraiment un magicien. Il a déjà prouvé. Et puis voilà, mais moi aussi, ce que je voulais dire, moi j'espère aussi qu'il ne mettra pas Gonzalo Ramos. Je viens de voir Seny Mayulu, 9,5. Oui. Et j'aimerais beaucoup voir ce que ça peut donner. Il a déjà tenté en Ligue 1 il y a 1 ou 2 semaines, là, je ne sais plus contre qui. Et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Moi j'ai envie de voir ce que ça peut donner Moi j'ai envie qu'on le lance en fait, Mayulu. Moi j'ai envie qu'on le lance dans le grand bain. Là il a 19 ans, peut-être encore un peu jeune, je sais pas, mais moi j'ai envie qu'on le lance dans le grand bain. Surtout là, la période est propice à ça vu qu'il y a énormément de blessés. Ouais. J'ai envie de c'est le vrai. voir. C'est bon. Petit point classement en plus pour avant la prochaine journée de Ligue des Champions. Paris est 2e. Il n'y a qu'une journée. Monaco, oui, il n'y a qu'une journée, mais je le précise quand même. Monaco 34e et Marseille pas loin des barrages 25e. Messieurs, je pense qu'on peut clôturer ce bel épisode du CBLM. Vous avez passé une bonne émission ? Évidemment. Excellent. Toujours excellente, bien sûr. Excellent. Et on nous précise que Mayulu c'est face à l'Atalanta qu'il va jouer 9,5. Ah. Donc un match de Merci à la régie. Merci à la régie. Où il a pu être testé et être très très bon. Malo, c'est bien passé, toi cette émission, t'étais content. C'était cool. Un bon petit débrief. Très sympa, cool, un peu plus calme que la dernière fois. C'était pas la meilleure, mais elle était cool, moi je trouve. Oui, c'est vrai qu'on a été plus calme que la dernière fois. Merci Alexis. On est fatigué aussi. J'y pense. Merci beaucoup Alexis. Pour la régie. Finalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Propagandiste numéro 1 de Prosper Peter. Ah oui, c'est vrai. Suivez bien Angers pour Alexis. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode. On se retrouve à la prochaine. Pour le prochain épisode. Oh, c'est annoncé. On verra bien sûr. Si c'est tenu. Malo et moi, on sera la semaine prochaine. Ok, Béchur est là. Si vous êtes là, je suis là. Ouais, c'est vrai. Merci du coup à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et bonne soirée. Et surtout, le Nord est lensois.